Avez-vous déjà pensé que chaque acte d'amour ou de sacrifice pourrait avoir des racines dans l'égoïsme? C'est ce que propose Richard Dawkins avec son concept du gène égoïste. Publié pour la première fois en 1976, son livre a redéfini notre compréhension de l'égoïsme en tant que force intégrante dans l'évolution. Dans un monde où la compétition pour la survie est omniprésente, Dawkins nous invite à envisager que même les comportements altruistes pourraient être des stratégies évolutives dictées par des gènes plutôt que par de nobles intentions. Dawkins remet en question une vision naïve de l'altruisme. Dans un monde où la bonté est souvent admirée, il nous pousse à questionner si nos actions motivées par l'altruisme sont véritablement désintéressées. L'idée que la générosité peut être une stratégie évolutive, choisie pour améliorer notre propre succès reproducteur, soulève des questions sur l'essence de l'humanité. Cette théorie offre un cadre pour mieux comprendre les comportements dans un contexte social. Les gènes égoïstes pourraient expliquer pourquoi des comportements altruistes émergent dans les sociétés humaines. Des phénomènes comme l'altruisme réciproque deviennent alors visibles comme des choix éclairés, même motivés par des intérêts personnels. Ainsi, le gène égoïste devient un outil de réflexion sur la société et notre rôle en son sein. Dawkins n'a pas seulement proposé une vision scientifique, il a également ouvert la voie à des débats philosophiques et éthiques. L'impact de son travail dépasse largement le monde des laboratoires scientifiques. Ses idées provoquent des discussions autour de la moralité, de l'altruisme et de ce que cela signifie d'être humain. Ainsi, le gène égoïste de Dawkins est une invitation à réfléchir sur notre propre nature et sur les motivations qui colorent nos interactions. Alors que la biologie continue d'évoluer, son héritage se manifeste dans des domaines allant de la science à la philosophie. Il nous pousse à explorer plus profondément les racines de nos comportements. À l'aube du XIXe siècle, Charles Darwin se tenait à la croisée des chemins. Son voyage à bord du HMS Beagle, entamé en 1831, allait transformer sa compréhension du monde et bouleverser les fondements de la biologie. Les observations faites aux îles Galapagos, notamment sur la diversité des pinsons, témoignent d'un processus de sélection naturelle. Ce concept est la clé pour comprendre que les traits favorables à la survie se transmettent de génération en génération, modifiant lentement les espèces. Durant ce voyage, qui dura près de 5 ans, Darwin découvrit des paysages majestueux et des écosystèmes riches. En accostant sur l'île de San Cristobal, il fut émerveillé par la diversité des espèces, des iguanes marins se prélassant au soleil, des tortues géantes majestueuses errant sur l'île, et des oiseaux aux chants envoûtants dont il notait la différence. Ce panorama extraordinaire alimentait sa curiosité insatiable, l'invitant à collecter des échantillons et à prendre des notes pendant que l'écho des vagues berçait ses pensées. Mais les années qui suivirent son retour d'expédition furent marquées par des doutes profonds. Darwin passa plus de 20 ans à rassembler des preuves, observant et expérimentant, réfléchissant à chaque idée face aux croyances établies de son époque. Son intégrité scientifique se forgea dans le courage de remettre en question le statu quo. À chaque nouvelle observation, il se heurtait à la résistance des dogmes religieux et des traditions scientifiques. En 1856, il commença à rédiger son ouvrage majeur, mais il fut assailli par le doute quant à la réception de ses idées disruptives. Un tournant se produisit lorsqu'il reçut une lettre d'Alfred Russel Wallace, un naturaliste travaillant en Malaisie. Wallace avait formulé une théorie sur la sélection naturelle similaire à celle de Darwin. Cette correspondance le poussa à agir. En 1859, il publia L'origine des espèces, proposant une théorie révolutionnaire, défiant les dogmes préexistants. La réaction fut immédiate. Son ouvrage attira des défenseurs de la science, mais suscita également l'indignation des institutions religieuses et des scientifiques traditionalistes. Darwin posait des questions profondes sur la nature humaine elle-même. Le concept du gène égoïste, popularisé plus tard par Richard Dawkins, trouve ses racines dans ces idées. L'idée que l'égoïsme et l'altruisme sont des stratégies de survie façonnées par l'évolution fait écho à ces observations. Cette vision a des ramifications profondes. Si nos actions sont guidées par des impulsions innées, qu'advient-il de notre libre arbitre? À cette époque, le débat sur les origines de la vie et de l'homme était aussi passionné qu'explosif. Les opposants de Darwin brandissaient la Bible comme une arme, arguant qu'elle renfermait des vérités immuables sur la création divine. Les conférences et les pamphlets se multipliaient, et avec eux, le climat de tension montait. Et des mots de Darwin, tels que « Si je pouvais prouver que mes découvertes discréditaient le Créateur, il n'y aurait pour moi aucune consolation » révèle la profondeur de ses préoccupations. La science et la foi, autrefois perçues comme complémentaires, se déchiraient au cœur de la société victorienne. Les réflexions de Darwin sur l'égoïsme et l'altruisme interrogent nos choix et nos interactions au sein des sociétés. En examinant les comportements de diverses espèces, de l'évolution des singes au mécanisme des abeilles, il mettait en avant des dynamiques complexes. Par exemple, dans certaines colonies de fourmis, le dévouement des ouvrières à la reine est perçu non pas comme une soumission, mais comme une stratégie évolutive, garantissant la survie de leur propre gène. Ce faisant, Darwin posait les bases d'une compréhension plus nuancée de l'altruisme, qui pourrait être interprétée comme une illustration de l'égoïsme collectif, où le succès du groupe garantit la survie de l'individu. Il n'était pas seulement un observateur passif, mais un penseur engagé, qui constatait avec rigueur comment chaque créature, chaque plante, jouait un rôle dans un écosystème plus vaste.
Par exemple, il observa que le pinson des Galapagos, avec ses becs adaptés à différents types de nourriture, illustre la façon dont la diversité des traits peut favoriser la survie dans un environnement changeant. Si une espèce s'accroche à un seul type de nourriture, elle risque de disparaître en cas de pénurie. L'interaction entre l'environnement et les mutations des espèces devient ainsi un fil rouge dans les théories qui émergent de ces observations. Les années passant, Darwin continua de réfléchir sur ses découvertes. Il comprit que chaque espèce, loin d'être un produit final, était le résultat d'un long processus d'adaptation. Ses notes regorgeaient de réflexions sur les mutations, les variations et leurs impacts sur les écosystèmes. Observant les huîtres et leur capacité à se reproduire en masse, il s'interrogea sur la question de la survie des plus aptes. Il s'interrogea: a-t-on vraiment compris ce que cela signifie d'être en vie? Dans ses journaux, il écrivit: il existe dans chaque partie de la nature une lutte pour la vie, et ceux qui réussissent à s'adapter prospèrent. En se penchant sur les mécanismes de l'évolution, il se lança dans l'étude des variations héréditaires. Il savait que les idées qu'il formulait n'étaient pas simplement théoriques. Elles avaient des implications pratiques pour la compréhension de la biologie, mais aussi des répercussions philosophiques qui résonnaient dans tout le pays. Les agriculteurs, par exemple, s'intéressèrent à ces observations pour améliorer la production des cultures en sélectionnant des espèces plus adaptées. Les implications de ces travaux ne se limitaient pas à la science. Elles touchaient également les sentiments de fierté nationale, suscitant une réflexion sur la place de l'homme dans l'ordre naturel. En 1866, Darwin observa des comportements altruistes chez les animaux, tels que le soin que les parents apportent à leur progéniture. Ce souci des générations futures ne faisait que renforcer les idées d'altruisme et d'égoïsme, devenant un sujet de débat intense parmi les biologistes. Il se demandait si cette tendance à prendre soin des autres pouvait bien être une extension du gène égoïste, travaillé par des millions d'années d'évolution. Ces questions devinrent essentielles dans ses travaux ultérieurs, commentant plus tard que le pouvoir de l'hérédité est plus élevé que toute autre chose, et je suis un fervent croyant en la continuité des êtres vivants. Sa recherche ne se limita pas aux îles Galapagos. Il observa des espèces dans des environnements aussi variés que les forêts tropicales et les prairies d'Angleterre. À chaque pas, il notait scrupuleusement le comportement animal et les variations physiques. Il devint un pionnier dans l'étude des oiseaux, des insectes et de la flore, découvrant des réalités qui allaient changer nos perceptions. Par exemple, sa recherche sur les orchidées et leurs relations avec les abeilles démontra à quel point les stratégies de reproduction peuvent être façonnées par des interactions spécifiques, soulignant une intricate danse entre l'espèce et son environnement. Au cœur de cette lutte se trouve une question fondamentale. Comment nos comportements, façonnés par notre héritage génétique, influencent-ils notre capacité à bâtir des sociétés justes et équitables? Le modèle darwinien de la lutte pour la survie, bien qu'un puissant moteur d'évolution, pourrait aussi être vu comme un appel à l'empathie. En défendant la nécessité de groupes altruistes et coopératifs, Darwin nous incite à envisager un avenir où la solidarité prévaut dans le cadre des interactions humaines. Alors que nous traversons des défis globaux tels que le changement climatique et les inégalités sociales, l'héritage de Darwin nous rappelle que malgré nos instincts, nous avons la capacité de surmonter l'égoïsme de l'intérêt personnel. Les travaux de Darwin soulignent l'importance d'une prise de conscience collective. Des milliers d'années d'évolution nous ont appris que le travail d'équipe, la compassion et la collaboration sont essentiels à notre survie. On peut même considérer que l'aptitude à se comprendre mutuellement et à agir en tant que communauté, elle aussi, une forme d'évolution. En somme, l'héritage de Charles Darwin est une invitation à explorer la nature humaine dans sa complexité. La façon dont nous accueillons ce défi peut déterminer notre évolution et celle de nos sociétés. En analysant nos comportements et en questionnant nos motivations, nous pouvons espérer forger un chemin qui favorise la compréhension et la collaboration. Cet héritage intellectuel et moral peut non seulement nous éclairer pour naviguer dans les complexités du monde moderne, mais aussi nous inciter à cultiver des valeurs qui élèvent notre humanité. La dualité entre égoïsme et altruisme, entre instinct et intention, reste au cœur des interrogations sur notre place dans le monde. Au fur et à mesure que nous continuons à tirer parti des leçons de Darwin, nous sommes confrontés à la responsabilité d'assurer un avenir qui transcende nos limitations innées. La quête de sens, de compassion et d'humilité dans nos interactions pourrait bien être, en fin de compte, l'héritage le plus précieux d'un homme qui a osé remettre en question les certitudes établies. L'exploration de nos propres motivations et le choix d'agir pour le bien commun est un cheminement qui peut transformer la façon dont nous envisageons notre humanité.